n'est-ce pas? Et auteur, alors je l'ai relu, enfin pas en entier, mais je l'ai relu hier quand même, et auteur du rapport de la mission de concertation sur la médecine de proximité que vous avez écrit en 2010, où vous défendiez déjà le droit pour tous d'accéder en tout point du territoire à une offre de santé de qualité. Voilà, tout était dit. Et donc sur le constat des inégalités de santé, qu'est-ce qui vous frappe, Elisabeth? Je pense qu'en réalité, et tu as raison Philippe d'évoquer une égalité en matière de santé, et non pas simplement de se focaliser sur une égalité en matière de soins, parce que je pense que le sujet, il est bien en amont, et qu'il ne touche pas simplement le curatif, mais le préventif, et on ne peut pas dire que le sujet n'est pas aujourd'hui sur la table, et il est quand même largement évoqué. Moi, ce qui me frappe, c'est que pendant des années, et malheureusement, l'âge étant là, depuis des décennies, on s'est beaucoup appesanti sur des inégalités d'ordre économique. On s'est aussi, depuis plus récemment, fortement depuis quelques années, et d'autres vont en parler, appesanti sur des inégalités territoriales. Tout cela, elles ne sont pas niées. Moi, ce qui me frappe, c'est l'inégalité en matière d'information. Et c'est plutôt là, aujourd'hui, que se trouve le sujet, c'est-à-dire, et de toute façon, nous sommes tous, les uns ou les autres, confrontés à ce sujet, puisque lorsque nous avons, pour nous-mêmes ou pour notre entourage, un problème de santé grave, nous cherchons tout de suite dans notre annuaire téléphonique pour trouver la personne qui pourra nous aider à trouver le meilleur pour le traitement qui serait à administrer. Et je pense que c'est cela que nous devons le plus et le mieux combattre. Et c'est cela sur lequel nous sommes le plus en retard. Et moi, ce qui me frappe, parce que ça conjugue l'ensemble des inégalités que je viens d'évoquer, c'est de voir à quel point des personnes qui sont... d'autres évoqueront les phénomènes périurbains. Moi, je m'appesantis plus parce que c'est peut-être plus lié à l'activité que je développe aujourd'hui, l'hospitalisation domicile, c'est la difficulté auxquelles sont confrontées des personnes âgées, isolées, dans des territoires où effectivement le nombre de personnes n'est pas considérable, mais où leur isolement, leur manque d'information, le fait qu'ils soient d'un milieu social qui ne soit pas obligatoirement favorisé, les amène à être en complète déshérence d'informations sur ce qui pourrait leur être donné en termes de santé. Ou en termes Merci Elisabeth, ce que vous signaliez déjà en 2010. Sandrine Boucher, aux États-Unis Cancer, quand on reprend les différents plans cancer, le dernier et l'avant-dernier, les inégalités de santé sont pointées d'une façon très très importante. Oui, donc c'est effectivement une priorité du dernier plan cancer, une priorité qui repose effectivement sur des faits qui sont établis, inégalité effectivement sociale déjà, dont on vient de parler. Aujourd'hui, on sait qu'un homme qui n'est pas diplômé a beaucoup plus de chances de développer un cancer des voies aériennes digestives. Inégalité territoriale, on sait aussi qui sont aussi liées aussi aux inégalités sociales, mais on sait qu'entre deux départements en France, on peut aller du simple au double en termes de taux de mortalité, taux standardisé de mortalité pour un homme. C'est quand même des chiffres qui sont éloquents. C'est les derniers chiffres de l'INCa. Il y a aussi des inégalités générationnelles, on vient de l'évoquer, mais qui ne concernent pas forcément les populations âgées. Aujourd'hui, dans nos établissements, on traite des AJA, les adolescents et jeunes adultes. Eux ont des problèmes aussi d'inégalité, puisque l'accès aux progrès thérapeutique et aux dernières molécules est limité pour ces populations-là. Donc aujourd'hui, on sait que ces inégalités, qui sont très bien documentées depuis de nombreuses années, se traduisent par des inégalités en termes de diagnostic, de soins et d'accès aux progrès thérapeutiques. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, tout à fait. Et je dirais que toutes ces inégalités sont aujourd'hui encore plus exacerbées par la tension budgétaire, puisque quand même l'accès à l'innovation est quand même très tributaire du financement. Et les tensions budgétaires, aujourd'hui, exacerbent certaines difficultés d'accès à l'innovation. Alors moi, je vais citer un exemple. Aujourd'hui, en cancérologie, on développe des tests, des signatures moléculaires qui permettent d'éviter à certaines femmes d'être traitées par chimiothérapie. Ces tests, aujourd'hui, sont mal remboursés. On a certains de nos établissements qui ont été obligés de prendre la décision de ne plus donner l'accès à ces tests pour des patients qui ne sont pas traités dans leur établissement. Donc, on crée de l'inéquité. Donc, je dirais que c'est aujourd'hui, effectivement, inéquité, innovation et financement. On est effectivement sur une thématique
forte Mais il y a des solutions. Là, ça va être un peu en mettant un peu la période des primes, je dirais, parce que on va un peu critiquer tout le système, toutes les difficultés, puis après on va faire des propositions quand même. Christian Anastasie, vous dites qu'il n'y a pas tellement d'inégalités, c'est pas tellement des inégalités d'accès aux soins, mais c'est des inégalités d'accès aux soins de qualité. Oui, parce qu'on est dans un pays, au fond, qui est marqué par les grands principes, liberté, égalité, fraternité. Donc parler d'inégalité, ça paraît un peu incongru dans un pays qui a promu le principe d'égalité, en tout cas formel, en droit, comme un principe absolu. Et donc on a souvent raisonné en termes d'égalité d'accès des citoyens, par exemple à un service d'urgence. Vous entendez dans les articles, enfin vous lisez dans les articles, vous entendez à la radio les gouvernants dire... dans le pays, il y a un accès à un service d'urgence toutes les 20 minutes pour tous les citoyens. Enfin, 95% de la population a accès à un médecin généraliste assez facilement. Donc on promeut cette idée d'égalité d'accès sur un territoire, mais comme les prédécesseurs viennent de le dire, derrière ce mot d'égalité formelle, il y a une très grande disparité d'égalité réelle. En particulier, l'accès à des soins de qualité est compliqué. Si on met en exemple certaines pathologies rares ou certaines interventions chirurgicales difficiles, on sait, la HAS le promeut suffisamment, qu'il est nécessaire d'avoir des équipes entraînées 24 heures sur 24 en nombre suffisant pour permettre une couverture des soins toute l'année. Il y a très peu d'équipes qui sont en situation de faire des actes complexes sur l'ensemble du territoire. Donc, à ce moment-là, se posent deux questions. La question, c'est, Elisabeth l'a dit, où est l'information qui permet d'aller vers les équipes les mieux entraînées, les plus performantes? Ça, c'est vraiment le sujet, pour être sûr d'avoir des soins de qualité. La deuxième question qui se pose, c'est une question en termes d'organisation. Comment on fait pour accéder à ces soins de qualité? Donc, et on va en parler dans la deuxième partie. Voilà. Laurence, il va trop vite, Christian. Laurence Contarazus, donc présidente de Medtronic. Le point de vue d'un industriel par rapport à ces inégalités, quel est votre regard? Alors moi, je vais vous donner mon point de vue par rapport à deux exemples, comme on en avait parlé. Le premier, un de vos enfants, de vos petits-enfants ont une connaissance, né diabétique de type 1 ou devient diabétique de type 1. Ça, c'est clairement une inégalité, comme le disait Elisabeth, ça n'a pas de rapport avec le lieu ou la situation sociale. Cette inégalité, elle est réelle, elle sera encore plus importante si vous n'avez pas l'innovation technologique adéquate ou le bon parcours de soins. Là aussi, il ne faut pas se cacher la réalité. Et puis cette inégalité, elle est chronique, elle empêchera d'ailleurs, c'est un sujet d'actualité, de faire le métier qu'il aura choisi. C'est encore le cas à notre époque. Le centre, le docteur, la famille, les innovations technologiques pourront augmenter ou réduire cette inégalité, comme on l'a dit. Mais peut-être que l'une des plus grandes inégalités, ça aura été 10 ans pour la prise en charge de la mesure du glucose en continu, qui était une innovation prouvée cliniquement et que l'on a mis 10 ans à donner à ces patients, à ces enfants dans notre pays. Ça, c'est l'une des inégalités. Le deuxième exemple, vous êtes en obésité morbide. Là aussi, qui ne connaît pas un patient, une connaissance qui est dans ce cas? Là encore, le centre, le médecin, l'innovation appropriée, et puis tout simplement le parcours de soins, il ne faut pas l'oublier, augmentera ou réduira l'inégalité. Et là, on n'est pas dans la problématique de l'opération ou de la quantité de patients qu'on opère, comme on a voulu nous le faire croire il y a quelques mois. On est sur peut-être la plus grande innovation ou la plus grande inégalité, c'est comment est-ce qu'on passe d'un système de santé quantitatif, le nombre d'actes, à un système de santé qualitatif. Quand est-ce que l'on va s'occuper, en effet, du patient avant, pendant, après l'opération, et comment et quand est-ce qu'on va arriver à se dire qu'il y a des choses dont ces patients ont besoin pour vraiment qu'on soit dans l'innovation. Le psychologue n'est pas pris en charge, la diététicienne n'est pas prise en charge, et tous ces patients, ils ne peuvent pas en effet s'en sortir sans tout cela. Donc ça, c'est ça, deux exemples d'inégalité que vous pourrez retrouver dans le paragraphe 10 des exemples. Bravo, c'est bien, il faut citer comme ça, on perd. Étienne Mabiel, alors le point de vue non pas économiste, mais professeur de management. On en a pas beaucoup parlé dans le think tank, je vais essayer de me faire porte-parole de ces débats. C'est finalement ce que tu as dit en introduction, c'est le rôle de l'innovation organisationnelle et qu'est-ce qu'on met peut-être dans l'innovation organisationnelle. C'est clair que cette relation est en fait sur le papier
peut-être une source de réduction des inégalités, mais ça peut aussi les accroître, comme tu l'as dit. Je voudrais prendre un exemple concret qu'on a d'ailleurs un peu débattu ensemble. C'est le cas des 4h30 pour accéder aux unités neurovasculaires. Si on prend ce segment, au fond, l'unité neurovasculaire est une innovation organisationnelle dans notre pays qui a apporté quelque chose. Mais on peut regarder, nous on a fait pas mal de travaux, sur l'unité par exemple, sur l'aspect territorial géographique. Ce qu'on a montré, c'est que, évidemment, l'accès à l'ULV n'est pas du tout la même en région parisienne que dans des zones rurales montagnardes. Nous on a travaillé dans le fin fond du Béarn. Le problème pour les premiers symptômes pour l'accès à l'ULV, c'est le partage de l'hélicoptère, surtout en zone de pèlerinage à Lourdes, qui en fait se partage avec les risques des pèlerins. Et donc ça peut tenir du miracle parfois d'avoir l'hélicoptère mobilisé. Ça tombe bien. Voilà. Donc déjà, c'est très contextuel, première chose. La deuxième chose, si on regarde les caractéristiques sociales, c'est évident que ce n'est pas du tout la même chose si quelqu'un est en isolement social ou s'il est entouré sur les 4h30. Le troisième point, c'est sur ce que disait Christian très justement, sur la qualité même de l'organisation dans les 4h30. Ce qu'on a montré, c'est qu'au fond, on peut avoir des UNV, mais l'accès aux 4h30 est très dépendant de formes de coordination, parfois où il y a des défauts qui viennent se nicher dans les détails. On a montré par exemple qu'il y a des manques de coordination entre les pompiers, le SAMU, le médecin régulateur, qui fait qu'il y a un stop inutile dans des urgences locales et qui est une perte de chance. On a montré aussi que c'est très dépendant des jeux de pouvoir, par exemple, entre les acteurs. Si le médecin de l'UNV a une position un petit peu dogmatique et essaie d'expliquer au médecin régulateur que les recommandations de bonne pratique sont 4h30, etc., le médecin régulateur qui est dans une autre position peut mal le prendre. Bref, si je dis ça, c'est que je pense qu'on a essayé de développer dans le think tank cette idée que l'innovation organisationnelle, et je m'arrêterai là, c'est à la fois une question de structure, mais c'est aussi une question de management de terrain. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux qui peuvent aider à la réduction des inégalités. Si on prend que la structure, probablement qu'on passe à côté de quelque chose. Alors David Corcos, président Philips, vous développez beaucoup l'innovation, vous êtes complètement axé sur la santé maintenant, hein, Philips n'éclaire plus. Concentré sur la santé et sur l'innovation. Vous nous parlerez tout à l'heure d'intelligence artificielle, mais quel est votre regard sur les inégalités de santé qui sont importantes en France? Je pense que c'est important qu'on pose et on dise le problème. Ces inégalités, elles existent, il ne faut pas les nier. Et oui, liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment on l'affiche, mais je pense qu'on doit se dire, ces inégalités, elles existent, et qu'est-ce qu'on va faire pour les résoudre. Donc si on cherche la cause racine du problème, pour moi c'est vraiment une question de déséquilibre entre offre et demande, notamment dans le soin. On a une demande qui explose, on sait, dans la population, maladie chronique, et on a une offre qui est sous contrainte, et qui est de plus en plus sous contrainte, avec des budgets qui sont ce qu'ils sont, et qui n'augmenteront plus le poids sur l'économie, il est tel aujourd'hui qu'on n'aura pas plus d'argent à investir. Par contre, il va falloir le répartir mieux que ça. Et donc ce déséquilibre entre offre et demande, en économie, on le sait, il crée une tension, soit il se résout par les prix, c'est pas possible sur un modèle comme le nôtre, soit il se résout par l'innovation. Donc on va y arriver, mais l'innovation, c'est vraiment la clé de voûte de résolution. C'est notre pari en tout cas. Voilà, de ce problème qu'on ne doit pas nier, qui existe, qui est objectivé. Quand il faut 30 jours de délai d'attente pour avoir un IRM et qu'on a une variabilité de 20 jours entre certaines régions, on est dans un système qui est devenu inégalitaire uniquement sur le diagnostic. Donc après le diagnostic, il faut traiter le problème. Donc n'ayons pas peur de dire qu'on est passé dans un système qui n'est plus aussi égalitaire qu'on l'a souhaité qu'il l'était auparavant, mais qu'on peut résoudre ce problème avec des innovations et avec peut-être une bascule. Et une bonne allocation de ressources. D'allocation de ressources. Michel Ballereau, vous êtes donc le délégué général de la FHP. J'ai dit tout de suite que la FHF est aussi représentée au sein du think tank. C'était Cédric Arcos, mais entre-temps, il a quitté la FHF et il se retrouve à l'Île-de-France. Donc peut-être que l'année prochaine, sûrement, on a un représentant de la région Île-de-France au sein du think tank. Michel Ballereau, donc. J'ai pas pris contact avec Cédric pour pouvoir faire le porte-parole des deux. Non, mais on vous attend uniquement sur la FHP. Merci. Tout à l'heure, tu as dit le retour de
think tank. Juste un truisme, Absolument. juste une évidence qui est sous-jacente à tout ce qui a été exprimé dans les retours, c'est que l'objectif n'est pas de réduire les inégalités, mais de le réduire en augmentant la qualité et l'accès vers le haut. C'est évident, mais c'est peut-être encore mieux en l'ayant dit une fois. Deuxième, c'est que les points essentiels ont été dits, donc quand on est né à la fin, ça vaut la peine de noter juste quelques mots. Connaissance de ce qui existe, stabilité prouvée partout, une organisation qui permet de réduire les inégalités d'utilisation d'un système et en fait un accès à l'innovation qui est inégal aussi parce que dans le constat, pour prendre la suite, il y a des choses qui sont juste pas acceptables. Ça fait des années. On a tous les mécanismes d'accès à l'innovation pour ce qui est l'antibiogramme, de la cancérologie, c'est-à-dire les tests de biologie moléculaire qui sont RIHN, registre des innovations en nomenclature. C'est juste absolument incompréhensible dans un pays normalement développé. On a de la marge de progrès. Donc, pour donner une idée de la situation aujourd'hui, nous continuons dans notre pays, alors que nous avons des outils au moment où nous allons parler dans les diagnostics de transformation du système de santé, il y a un bon nombre d'outils que nous n'avons pas mis, ou pour lesquels nous manquons parfois un peu de courage pour les mettre en œuvre, mais ils existent, pour, sans augmentation de coût, voire en diminuant les actes non pertinents, les redondances, pour faire mieux sans dépenser plus. Et pour que tout le monde soit bien conscient de ce qui existe, nous voyons encore aujourd'hui des amputations pour des artères des membres inférieurs qui ont pas 9000, n'est-ce pas? Il y a Gérard Raymond qui est dans la salle, qui fait partie du think tank. 9000 par amputation chez les diabétiques, c'est ça? C'est ça. Gérard, c'est ça. Vous voyez ce que ça représente. Et sur un autre type de pathologie, on voit encore des œdèmes aigus du poumon qu'on ne devrait plus voir depuis longtemps. C'est ça la situation pour laquelle nous sommes tous, et c'est le résultat du think tank, redevables devant nos concitoyens. Merci. Anne-Françoise Berton, merci d'être ici avec nous, parce que vous êtes vous avez la délégation ministérielle à l'innovation au ministère de la Santé. Mais pour avoir la parole libre, vous exprimez en tant que vous. Mais enfin, vous êtes là quand même où vous êtes. Et on a reçu votre patron, c'est pour ça que vous parlez en dernier sur le premier tour de table, Jean-Yves Fagon. On a reçu donc Jean-Yves Fagon, qui est le délégué ministériel. Donc là, bon, le ministère fait beaucoup passer. Quel est votre regard? Alors, l'évaluation se fait plus sur la qualité plutôt que sur les égalités, sur l'égalité. Après cette introduction qui me présente comme une schizophrène, je vais essayer de faire une petite synthèse simple. C'est vrai qu'on part du principe que quelque chose d'innovant qui a fait la preuve de sa valeur ajoutée, que ce soit d'un point de vue scientifique ou par les systèmes d'évaluation traditionnels pour l'instant, doit être accessible. Mais on l'a déjà dit plusieurs fois, dans un système économique contraint, il y a forcément un exercice de priorisation et on se rend compte que l'entonnoir de l'innovation est très grand. Il y a beaucoup de choses qui arrivent par différents canaux. On parle d'organisation, on parle de médicaments, on parle de dispositifs, de nouvelles thérapeutiques, d'actes plus ou moins associés, de e-santé, de solutions multitechnologiques. Donc ce foisonnement d'innovation fait qu'on se dit, pour que tout le monde puisse y accéder, il y a forcément l'utilisation des outils à bon escient, et donc il faut pouvoir être agile et les faire arriver, et c'est une sorte d'orchestration de l'accès au marché, et de fait ça génère inévitablement un système d'inégalité, puisque tout ne peut pas sortir au même moment, il y a forcément un exercice de priorisation. Au même titre que dans les entreprises, dans la recherche et développement, on ne sort pas tout en même temps, quand bien même ça aurait une bonne valeur ajoutée pour le patient chaque année, il y a forcément un exercice à faire. Et c'est d'autant plus compliqué au niveau du système qu'il y a un nombre de départements qui font que le système est quand même par essence construit avec des briques et des cloisonnements parce que il a grossi. Et maintenant, on essaye de mettre en place une vision un peu plus transversale. Et cette agilité et cette gestion du changement pour réduire les inégalités et permettre un meilleur accès, ça nécessite vraiment une gestion du changement qui va avec. Et en même temps,
comme on parle de la loi de l'offre et de la demande, le citoyen patient, sain ou malade a aussi la possibilité en effet d'être mieux informé de manière à aller vers le système et de façon à ce que cet exercice de priorisation tienne mieux compte finalement des besoins et des inégalités actuelles. On reviendra sur les mesures possibles. Voilà, sur les mesures, parce que la délégation a pris conscience, grâce au think tank, non, j'exagère. Et Benoît, qui est le premier, qui est le plus fidèle, dès le premier jour, il a fait partie du think tank. Les premiers seront les derniers sur le premier tour de table. Benoît... C'est parce que je suis canal historique, voilà, et qu'on est tellement complices que tu as failli m'oublier, mais c'est pas grave. Pas du tout. C'est difficile d'être la 9e voix d'un chœur sur un même sujet. Je vais revenir sur 3 petits points très rapides. Le premier, c'est Elisabeth l'a pas balayé d'une main, mais elle a dit que les inégalités territoriales étaient bien documentées. Moi aussi, je me suis replongé dans un très bon livre d'Emmanuel Vigneron de 2011 sur les inégalités, et ce qui montre, presque tout le monde connaît bien la carte du RER qui montre que entre 3 stations du RER, on a une différence de mortalité pratiquement du simple au double entre Port-Royal et La Courneuve. Il faut revenir là-dessus, mais c'est surtout, il montre l'extraordinaire mitage en quelque sorte des inégalités. Et que j'ai entendu parler tout à l'heure de départements, de régions, mais c'est souvent à l'intérieur même d'un même territoire que les inégalités sont très disparates et très hétérogènes. Voilà, ça je crois qu'il faut le savoir parce que c'est aussi un guide pour l'action. Deuxième remarque, les inégalités, on n'en a peut-être pas assez parlé en matière de médico-social et de handicap. J'ai eu la chance, moi, d'avoir... de la République. C'est de la République. Moi, je n'étais que président de l'association qui recevait le président de la République. Mais il n'était pas tout seul. C'est extrêmement important de voir que s'il n'y a pas des initiatives, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr, en matière d'accueil et justement de lutte concrète contre les inégalités, eh bien, ça n'avance pas. Puis le dernier point, peut-être un peu singulier, c'est que, mais Christian l'a un peu dit, la richesse de l'offre n'est pas forcément égale à la lutte contre les inégalités. Et je vois, pour ma part, pour beaucoup, être ce que Elisabeth disait, c'est-à-dire être un peu au carrefour ou à la tour de contrôle pour essayer d'orienter des gens dans le système de santé. Eh bien, c'est parfois beaucoup plus simple de le faire dans des villes moyennes ou dans des villes de province où il y a une bonne qualité de l'offre que, par exemple, en région parisienne, où l'excès d'offres, parfois, est une source de complexité tout à fait importante et n'est pas une aide à la régulation. Donc, dans un système, je suis d'accord pour qu'il y a des inégalités qui sont liées au non-accès à certains soins ou à certains diagnostics, mais par ailleurs, quelquefois, l'excès d'offres n'est pas non plus, et peut-être aussi une source d'inégalité. Merci Benoît. Donc, deuxième temps, on l'a vu, donc les inégalités en France de santé sont importantes, et on ne l'a peut-être pas cité, c'est dans la reco, 7 années d'espérance de vie à la naissance, de différence entre un cadre et un ouvrier, 13%, je crois, c'est encore pire chez les hommes que chez les femmes, 13 ans chez les 5% plus riches et les 5% moins riches. Et aujourd'hui, on est vraiment à une sorte de croisée des chemins, c'est qu'on s'aperçoit que le système de santé n'est pas adapté, enfin, bon, tout le monde le dit, la ministre en premier, et puis il y a cette stratégie de transformation du système de soins, et puis on a quand même ce fantastique et étonnant et formidable mouvement d'innovation en santé, et ce mouvement d'innovation en santé, c'est de ce dont on va parler, ce dont on a parlé pendant un an entre nous. Vraiment, naturellement, l'innovation en santé risque de favoriser, d'accroître les inégalités, parce que c'est celui qui a le plus accès à l'information, on l'a vu, qui pourra mettre à profit pour sa santé, qui a le plus accès à la culture. Mais d'un autre côté, l'iPhone, il est diffusé partout. Donc on voit bien que l'innovation en santé peut être un levier pour réduire les inégalités de santé et globalement, pour améliorer la santé de la population française, ça nous paraît vraiment être un levier très, très, très important, peut-être le plus important. Donc de nouveau, un tour de table sur ce que propose le think tank. Donc il y a 6 mesures, vous lirez, 14 exemples, 6 mesures qui
ici, enfin, ça nous paraît vraiment très très important qu'elle soit prise en compte. Alors, dans le désordre, peut-être on prend dans le même ordre que tout à l'heure, Elisabeth. Alors, comme je suis un